Je sais qu'on va avoir des choses à dire. Ok, donc الزول الأول الساقي يسد أورلاندين في مجيد يسلي يسد في مونريال نرجزيد يسن هذا معناه سب قران يكاد فطاس بود ماون يخدم يوغرا وقبايلي دو فاسون جينيرال سومثا طاس فطاس بود ماون تورا الساقي يوسد رعونا باش كاع غادي يسفهم كرا تمثال فين يعلن فرو فين يعلن ثم دورتنا ثم دورت بركازة كنت مطوط في ثواشولين في قبايليين كاملك يتعيشين ذا شو نزمر أن الملد سي رياض يواكن ثم دورتنا أتوغال هتقرز كثار بين ينساثونا ملا شو نزمر أنخدم أدناوي يتواشو لي داني دي روحنا لذاكي سبيسيال مار كندا عندها ثم دورت نسنا كنت دورتي نا مخلفنت مقالدنت شويه إلا قاس وسقردش أطاس بوسقردش يواكنا لي مغورك دونك غروسو مودو ستروميت Monsieur Régis Disley est un de nos invités aujourd'hui pour nous expliquer un peu les différents outils dont on peut disposer globalement, vu qu'il est dans le domaine, pour la vie de couple, la communication qui est un impératif pour l'évolution de l'individu et de la famille. Surtout qu'on est en train de vivre une mutation par rapport à la société dans laquelle on a été élevé, dans la société d'accueil, versus la société d'accueil et des améliorations qu'on peut avoir ou qu'on peut effectuer, des améliorations qu'on peut effectuer pour s'améliorer et améliorer la vie du Kabyle de façon générale et au Québec. Donc je vais l'inviter, je ne sais pas, peut-être qu'il va vouloir se présenter aussi à sa manière, de ce qu'il veut dire, peut-être j'ai omis des choses. Et la parole, on va lui passer la parole pour pouvoir nous expliquer un peu son approche et les outils qu'on peut certainement peut-être adopter selon les individus. هي تنميرت الحنفية تنميرت زوارة تنميرت الفورم دو كابيل دو كندا دو كيبيك اللي جبل إلى كونفيرو سرقين بوساقي عفان يعلم ثمسال تاقين الفرو الفطوم مركز القارة كلها تنميرت كونوين الجوسان كتكلت تصرفا قد درزير على غورونتورا Québec pour des activités avec le Congrès des Kabyles du Canada, pour une présentation, une conférence sur la langue maternelle. C'est aussi la 4e année depuis que je fais cette conférence ou quelques variantes de cette conférence, quasiment tout seul, pour sensibiliser des communautés ou la communauté des Kabyles du Canada sur ce sujet, ou c'est des sujets concernant notamment le divorce, les problèmes ou les difficultés de communication à l'intérieur de la famille et également la violence intrafamiliale. Donc,
pour moi, c'est un privilège d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer de faire cette présentation donc, sur le divorce et la communication. En Académie Al-Hanafi, en effet, la communication au sein du couple est fondamentale. Et aussi, on sait que quand il y a des problèmes de séparation, de divorce ou des problèmes de communication, particulièrement quand se mêle la communication violente ou la violence au sein de la famille, nécessairement ça a des impacts sur la cellule, sur la dynamique du couple et sur la famille ou les enfants, quand il y a des enfants dans cette famille. Voilà, donc ça, c'est les trois sujets qu'on va aborder. Donc, divorce, c'est un engrenage, ça a un lien avec la communication. Et on dit, selon certaines études, que 80% des causes de divorce sont en lien avec les problèmes de difficultés de communication. Et dans à peu près 15 à 20% des situations, ces problèmes, ces difficultés de communication génèrent de la violence. Donc de la violence conjugale ou la violence intrafamiliale. Donc ce sont des sujets qui sont, ou des problématiques qui sont intriquées. C'est un problème de santé publique universel. Toutes les communautés de la planète sont concernées par ces difficultés psychosociales. Ici au Canada, même chose. Et notre communauté n'est pas en reste également. Notre communauté est concernée par ces problèmes. L'objectif, c'est d'en parler tout simplement. Juste en parler, ça nous permet de nous décrisper, d'avoir l'information qu'il faut, particulièrement ici au Canada ou au Québec, pour regarder un peu quelles sont les solutions ou quelles sont les ressources qui sont susceptibles de nous aider à résoudre ce genre de problème. Alors, on va commencer par le divorce. Le divorce, c'est un processus qui est unique à chaque famille. Je vais commencer un peu par donner le portrait macroscopique au Québec. Au Québec, il y a à peu près 1 300 000 familles au jour d'aujourd'hui. À peu près 335 000 familles, donc 27%, sont des familles monoparentales. Et 80% de ce chiffre-là, ce sont des femmes qui s'occupent de ces familles. Donc, ce sont des familles monoparentales, dont 80% sont gérées ou dirigées par une femme. Et le corollaire de tout ça, c'est la pauvreté. Généralement, ce sont des familles pauvres. 10% de ces familles, donc de 1 267 000, sont des familles recomposées, donc à peu près 120 000 ou un peu plus. 30% des enfants et des adolescents québécois, incluant ceux bien sûr des communautés, ne vivent pas avec leurs parents d'origine. C'est le mieux en parenthèse. Ça, c'est le portrait à l'échelle canadienne. On voit ici où se situe le Québec. Les communautés les plus touchées, ce sont les communautés plus autochtones, un peu plus que le reste. Maintenant, du point de vue des causes du divorce, mais plutôt on parle, pour ce plan juridique, du point de vue juridique, on parle beaucoup plus de motifs. Les juristes utilisent les motifs, il y a 3 motifs. Alors, le premier motif, c'est vivre séparément, c'est le fait de vivre séparément au moins 1 an ou plus, mais ça peut être sous le même toit. Si un couple ne se parle pas, les 2 conjoints ne se parlent pas, ne s'entraident pas, monsieur est sous-sol, madame s'occupe un peu de tout. Donc après une année, l'un des 2
conjoint et peut aller en cours et, disons, faire une demande de divorce. L'adultère, la cruauté physique ou mentale, voici les 3 motifs qui sont entendus, considérés par un juge ou par la cour pour postuler pour le divorce. Alors, juste pour paraphraser Oscar Wilde qui dit que le mariage est la cause principale du divorce, il faut bien entendu se marier pour se séparer. Voilà, donc on a posé la question, ça c'est une étude très intéressante, puisqu'il y avait quelqu'un qui parlait des causes, eh bien, on a posé la question, c'est une étude, ils ont posé la question de savoir quelles sont les causes de divorce à des enfants de 8 à 13 ans. Voilà les résultats, qu'est-ce qui en ressort. Ils disent que la séparation de leurs parents de façon générale, dans 52% des cas, c'est dû à l'infidélité, à l'infidélité. 50% des situations manquent de communication. Donc le problème de communication revient. Incompatibilité de caractère dans 41% et immaturité dans 24%, particulièrement pour les couples jeunes, mais ça arrive aussi chez des adultes. La surcharge de travail, donc les considérations professionnelles, l'alcoolisme et les toxicomanies, on les voit aussi, des difficultés en lien avec la gestion des budgets, de l'argent, etc., des différences culturelles pour essentiellement les couples mixtes, différences d'âge, et les problèmes psychiatriques. Ça, ce sont des enfants. Donc, ils sont capables quand même de refléter un peu pourquoi leurs parents se séparent. En 2006, il y avait une étude qui a été faite auprès de 450 psychologues ici au Québec. C'est une très belle étude. On leur a soumis un questionnaire pour savoir un peu quelles étaient, selon eux, selon leur pratique, les causes du divorce. En fait, ce qui est ressorti en premier du tableau, c'est les problèmes de communication, les difficultés de communication. Après ça, c'est l'adultère et plus loin, la violence conjugale. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des causes. Il y a quelque chose d'assez bizarre dans cette histoire, c'est que avant les années 70, comme c'est dit ici, comme c'est écrit ici, on ne parlait pas du divorce, et particulièrement des enfants du divorce. On les appelle comme ça, donc les enfants issus des divorces, sous peine, par peur de les stigmatiser. Donc on n'en parlait pas. Mais Soura, les années de 2019, on n'en parle pas parce que c'est devenu la norme. C'est quelque chose de normal. Se séparer des enfants issus de couples, les enfants du divorce, comme on les appelle, c'est quelque chose de normal, donc on n'en parle pas. Et pourtant, il y a beaucoup de détresse dans ces populations. C'est certain, quand il y a une séparation, un divorce, ça perturbe la dynamique familiale, particulièrement quand il y a des enfants. Donc, un enfant de 8 à 13 ans perçoit ses parents comme un couple indissociable. Il ne les voit pas séparément, c'est un couple. Pour lui, dans son esprit, c'est un couple, donc il ne se met pas dans la tête qu'ils vont se séparer. Donc c'est comme ça que... Mais quand il y a une séparation, un divorce, il y a très souvent, il y a des conséquences essentiellement psychologiques et qui ne mettent pas beaucoup de temps pour apparaître. Je vais vous donner quelques... Après ça, on a fait une dépression. C'est la justice. La dépression, elle a été vue parce qu'il faut référer au travail social. À ça, quand elle a été vue par le psychiatre pour la dépression parce qu'elle ne répondait pas au traitement, on regarde dans le rapport, elle n'a pas parlé de violence conjugale, pourtant la question a été posée.
Voyez comment on réagit. Pourtant, on aurait pu en parler, ça va aider le psychiatre à cerner le problème. Et elle est mise sous traitement, et c'est le traitement parce que le nouveau traitement, elle a pris beaucoup de poids avec ça, 15 kilos, et la séparation n'était pas encore finalisée, et ils sont toujours ils étaient dans la même maison avec son mari, et ça a rajouté à la violence, ça c'est devenu de la violence psychologique, c'est ce qu'on appelle des métaphores zoologiques. Voilà un peu, voyez-vous, et c'est très très mal reçu c'est très difficile de prendre en charge des gens qui vivent dans ce genre qui vivent ces problèmes-là, et surtout quand il y a de l'isolement, parce que c'est une famille isolée, il n'y a pas d'aide autour. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, donc voilà un peu, là les deux cas, il y a de la violence, et bien entendu, il y a je vais faire un peu court, il y a des conséquences aussi sur la santé psychologique des enfants. Et on en voit assez régulièrement ce genre de situation. Voilà. Maintenant, on arrive à cette notion de communication. Quand ça va bien, si on regarde un peu les statistiques, c'est 80-85% des couples qui ne sont pas concernés, tant mieux. Mais quand ça va bien, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la communication, la dynamique de communication du couple, c'est tout simplement parce qu'il y a de la bienveillance, parce qu'il y a de l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est de se mettre à la place de l'autre. C'est de poser des gestes de solidarité, c'est le respect, c'est l'honnêteté, c'est un peu ces éléments qui sont dans le couple habituellement. Et quand il y a une bonne communication, quand la communication n'est pas malsaine, quand la communication est, on peut dire, je puis dire, saine, souvent, ce qui l'accompagne, c'est la capacité de résolution des conflits. Tous les couples peuvent avoir des conflits, mais quand il y a une bonne communication, c'est démontré par plusieurs études que ces couples-là sont capables de transcender certains conflits, c'est-à-dire qu'ils sont capables de régler leurs propres conflits, qu'il s'agisse de conflits intimes ou financiers ou en lien avec les belles familles ou peu importe, ils sont capables quand même de régler ça. Sinon, pour le reste, quand ça déborde, on parle beaucoup plus de communication violente, et à ce moment-là, ça nous amène à de la violence. Ça, c'est autour de 15% à 20%, et il faut savoir que 8 femmes sur 10 sont victimes. Dans ces cas-là, ce sont 8 femmes sur 10 qui sont victimes de violence. Mais la violence est réciproque. Ça existe des femmes qui battent ou qui sont violentes avec leur mari. C'est à peu près 2 sur 10. Mais ça existe, c'est la grosse violence. Les enfants qui vivent dans ces situations, dans ces familles-là, on les considère, même s'ils ne sont pas battus, de plus en plus on les considère comme étant des enfants victimes de violences intrafamiliales. Là, tout à l'heure, on va voir c'est quoi les conséquences de la violence sur les femmes et les enfants. D'ailleurs, au Québec, on parle de violence, c'est ça la définition de la violence, c'est la violence, toute violence qui comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles, ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Donc, comme ça. Du côté de l'Ontario, elle menace la violence spirituelle. Elle ne résulte pas d'une perte de contrôle. C'est pas parce que ça fait fort que là, ça peut arriver à tout le monde. Mais ça constitue un moyen
une dynamique de fonctionnement au sein du couple, et celui, l'agresseur, a tendance souvent à utiliser un peu une ou plusieurs formes de violence. D'ailleurs, au Québec, il y a un rapport qui a été produit, d'ailleurs très intéressant, pour les solutions. Le rapport ça s'appelle Prévenir, dépister et contrer. C'est un rapport du gouvernement qui a été fait en 1995, qui est très intéressant. Et c'est celui qui sert de modèle au travail social ou aux professionnels de la santé pour la prise en charge de ces cas. Au niveau de la violence, sur le plan de la violence, surtout psychologique, la façon dont ça s'opère concrètement, c'est plus de la dévalorisation. Le maître mot, c'est la dévalorisation, dévaloriser l'autre. Et ce qui est choisi habituellement, ce sont des métaphores zoologiques. Donc, même dans les expressions qu'on utilise au quotidien, même dans les communautés comme occidentales ou autres que kabyle, c'est la vache qui revient le plus. D'ailleurs, il y a une publicité que j'ai utilisée une fois, je pense en 2016. C'est une publicité, c'est des enfants à l'école. Ils ont demandé aux enfants de faire un dessin au primaire. Faire un dessin de tout ce qu'ils veulent. Il y avait une fille qui avait dessiné une vache. Alors, elle a tourné sa feuille pour la montrer à ses amis. L'enseignante des choses. C'est une grosse vache. C'est pourquoi une grosse vache? C'est comme ça que mon papa appelle ma maman. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez courant. Les violences donc, verbales, etc., etc. Plus, bien entendu, les violences physiques. Les violences physiques, ça va parfois jusqu'à des meurtres. Au Québec, on dénombre autour d'une dizaine de meurtres en lien avec la violence intrafamiliale. Et c'est quelque chose qui se répète, mais il ne faut pas confondre ça. Et d'ailleurs, les juges sont bien formés pour ne pas confondre entre violence conjugale et, malentendu, la colère. La colère, c'est juste un sentiment. Le conflit lui-même, où des fois on peut tenir comme ça, avoir une attitude agressive et tout ça, mais quand la personne, le conjoint ou la conjointe ne craint pas pour sa vie, elle n'est pas déprimée, et puis vous passez à autre chose, ce n'est pas considéré comme de la violence. Mais la violence elle-même, elle est répétée, et c'est un mode de fonctionnement dans la relation. Ça, c'est le cycle de la violence, habituellement, et c'est ce même cycle, parfois, qui se répète pendant des années. Moi, j'en ai vu des situations où c'est 8 ans, c'est la même chose, de façon cyclique. Il y a une tension à la suite d'un problème, il y a quelque chose qui est la cause. Ensuite, il y a l'agression comme deuxième phase, comme vous le voyez ici. Après ça, le monsieur, parce que c'est 8 cas sur 10, c'est de Nadina, va commencer à se justifier, les boutiques de Chétan, je l'exprime un peu comme Orlan Gounia, Dayen, etc., etc. Après ça, une phase, disons, d'accalmie ou de rémission, et la boucle recommence. Comme ça. Et généralement, les femmes victimes de violences, quelle que soit leur origine, que ce soit une Kabyle ou une Québécoise ou peu importe, elles mettent 6, 7 ans, jusqu'à 8 ans, pour prendre une décision de quitter la personne quand elles sont victimes de violences conjugales. Donc ça prend beaucoup de temps pour le réaliser, l'accepter et puis se donner des raisons valables pour la séparation. Alors, au niveau des conséquences, il y a bien entendu des conséquences physiques. Il y a des situations qui se retrouvent aux soins intensifs, multiples fractures, des traumas crâniens et tout ça, des plaies. C'est une alliance, mais il y a une fracture dans un doigt ici, quelques systèmes doigts fracturés.
Des conséquences psychologiques, c'est beaucoup plus les dépressions, donc voilà les catégories de l'Irakien. C'est la détresse psychologique, dépression, des choses qu'on appelle troubles d'adaptation, de l'anxiété. Des fois, quand la personne est vulnérable, elle a une dépression, elle décompense. Des maladies physiques, ça peut être une hypertension parce qu'elle est sous stress, ça peut être un diabète. Donc, c'est tout ça que ça fait comme conséquence sur le plan physique. Bien entendu, sur le plan économique, quand il y a séparation, les biens sont partagés en deux, s'il y en a, parce qu'il arrive que les familles n'ont pas grand-chose à se partager. Donc c'est un peu tout ça qui fait que c'est des conséquences, c'est des impacts négatifs sur le couple ou sur les femmes, pour les enfants. Les enfants, c'est des êtres humains comme les adultes, c'est la même chose. Mais, c'est des choses que j'ai déjà vues. Tu vois, c'est un bébé. Voilà, une fracture. Là, ils sont spécialisés à Sainte-Justine, même des radiologistes spécialisés pour dépister ce genre un conflit. Le couple, et puis il prend son bébé, il peut le faire ou peu importe. Nancy crie, c'est un coup de poing, et la négligence et tout le reste. Mais si on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui est victime de violences conjugales, soit comme ça, souvent des batailles, des coups et blessures entre ses parents. Alors, ces enfants adoptent un certain nombre de rôles. Izmar, il peut adopter le rôle de ce qu'on appelle un rôle de pacificateur. Surtout même Kochouya, c'est pas toujours, vous chicanez toujours, etc. Il peut faire de la morale à ses enfants, à ses parents. Donc la moralisation des parents, c'est comme un adulte. Il prend un peu la place d'un adulte, il va faire de la morale à ses parents. C'est pas sérieux, vous ne devez pas vous battre, etc. Tu ne dois pas la battre et tout ça. Il y a ce qu'on appelle aussi la parentification. C'est-à-dire, un enfant, je ne sais pas si l'équivalent est juste, il peut aussi adopter des postures de protecteur, il va protéger sa mère, parce que c'est souvent la mère qui est battue. Et l'inverse aussi existe. Izmar, c'est-à-dire l'agresseur, en considérant que sa mère est faible. D'accord? L'inverse existe aussi. Ça, c'est des trucs que, sur le plan psychologique, c'est des choses qui peuvent se passer dans la tête d'un enfant. Après ça, il y a la notion de secret. Un enfant, quand il est témoin de violence à la maison, ou même de divorce, de séparation, ils ont tendance, la majorité, ils ont tendance à garder ça pour eux-mêmes. Je suis au courant d'un cas, depuis le début, avant la séparation, jusqu'à le couple avait divorcé. Ensuite, le couple avait repris. Ce qui concerne des problèmes, c'est très très lourd sur le plan psychologique à porter. Ce sont des enfants donc qui n'ont pas un vécu normal d'une famille normale où il n'y a pas de conflit. Les conflits de loyauté aussi, des fois, s'il s'entend avec, il a une activité avec le papa, il s'entend avec lui, là dans sa tête, il peut penser qu'il a trahi sa mère. S'il est avec sa mère, il pense à son père, il dit, je pense que je n'ai pas été loyal avec mon père. Ça c'est des trucs psychologiques qui, qui augmentent l'intensité de la souffrance psychologique de ces enfants. L'agent double, ça c'est quand il y a séparation, ou même avant. Donc l'enfant va jouer un peu les tiaouis et alumine, ça existe aussi. Et parfois ça peut, quand parfois le jugement n'est pas là, ça peut être des sources de problèmes.
La simulation. Parfois, quand il y a des difficultés avec la violence à la maison, alors il y a certains enfants, ils simulent. Ils se lèvent pas et tout le reste. C'est pour attirer le regard sur lui, parce que c'est tout à fait vrai, quand ils attirent le regard sur eux-mêmes, généralement, bon, les parents s'occupent de lui, mais ils s'occupent moins de leur problème de couple. Il y a cette notion aussi de sauveur. Ça, j'en ai vu quelques cas, un dame, mais ça touche plus les adolescents. Adolescents décident coûte que coûte de réunifier ses parents, de sauver le couple, et souvent, quand il y a des déceptions, ils ne savent pas gérer ça, après ils peuvent même devenir violents à l'endroit de leurs parents. Et voilà, donc ça c'est le... Et la transmission transgénérationnelle ou intergénérationnelle, ça, les enfants qui, pas tous, si ma mémoire est bonne, c'est autour de 10 à 13%, un enfant qui est élevé dans une famille violente est susceptible donc, de transmettre la violence. Ça, c'est pour les garçons. Et les poules, en ce qui concerne les filles, elles peuvent être victimes de violence. C'est quelque chose qui est vécu dans sa famille propre, et ça, c'est des choses qui peuvent se transmettre. Voilà maintenant, en termes de solutions, il y a plusieurs façons maintenant, à l'échelle, disons, à l'échelle planétaire, si je puis dire. L'ONU a attiré l'attention avec un document très très consistant des années 2000-2001. C'est des recommandations faites aux pays membres. Après ça, en 2002, l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est devenu un problème planétaire, un problème de santé publique qu'il fallait prendre à bras le corps. Donc en 2002, ils ont fait des recommandations sur la violence de façon générale. Ils ont essayé de typer un peu toutes catégoriser ces violences, d'où cette notion de violence intrapersonnelle. Il y a des gens, du fait de la détresse, pour toutes sortes de raisons, ils se suicident, ils s'automutilent. Ça, c'est de la violence intrapersonnelle. Et la violence interpersonnelle, la violence conjugale, il y a des violences intergroupes entre ces communautés, et violence d'État. Il y a des États où il y a beaucoup qui pour des raisons politiques, prennent à partie leur population et donc dirigent la violence, si vous voulez, contre leurs citoyens. Si on prend le cas du Québec, à l'Académie Lina, il y a le programme AGIM qui est bien fait, le dépistage, de prise en charge de ces cas. C'est des ressources assez intéressantes, mais à l'intérieur des communautés. À l'intérieur d'une communauté, ça existe, il y a des communautés qui parlent de ces sujets, j'en connais quelques-unes, et c'est des séances de formation, c'est des séances d'éducation, de psychoéducation, ça comme prévention, avant que les problèmes n'arrivent. Donc, on peut arriver au BACAM, au forum, ou peu importe, ils leur apprennent ce qu'on appelle des soft skills, des compétences génériques. Comment communiquer, comment gérer les conflits. C'est des habiletés pour les gens qui veulent les acquérir afin de pouvoir avoir une meilleure communication au sein du couple et aussi même dans la société de façon générale. Ça peut se faire. Il y a des communautés qui font de la médiation. De la médiation, c'est possible aussi. Pour certaines communautés, comme à Kiam la nôtre, moi j'ai eu quand même quelques situations où la personne, après avoir rencontré, elle a été référée vers un travail social, après l'avoir rencontré, ça c'est une aide au divorce, pas une aide à la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'elle arrive, elle trouve une femme formée d'une certaine façon,
un protocole à faire à dérouler. La carte d'assurance maladie, est-ce que c'est compte conjoint ou pas? Et c'est pas ce qu'elle voulait entendre. Elle voulait quelqu'un qui discute avec elle, quelqu'un qui va l'écouter, d'abord pour comprendre un peu c'est quoi le problème, et elle s'attendait à plus de solutions, mais ce n'était pas le cas lors de cette consultation, donc il fallait trouver d'autres ressources. D'où la nécessité, mais au sein des communautés, cette notion de médiation est très importante. Donc voilà, ça c'est au niveau des solutions. Les solutions inadaptées, ça arrive. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. D'ailleurs, je vais faire un parallèle. Des recherches de sociologues à l'époque, des ethnologues et tout ça. Et puis, ils ont reflété une bombe rare, parce que ça ne correspond pas du tout. Et voilà, l'étranger ne perçoit que ce qu'il connaît. C'est lapidaire comme. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne perçoit pas la chose comme il devrait la percevoir. Donc, il y a aussi des formations qui peuvent se faire, notamment la communication non violente. Le mot n'est pas très bien adapté, même celui qui l'a mis sur pied. C'est un psychologue juif, d'origine juive, qui a lui-même vécu de la violence quand il était jeune, a vécu aux États-Unis. Donc, plus tard, il est devenu psychologue, il s'appelle Marshall Rosenberg. Donc, il a mis au point cette technique, cette démarche de communication non violente. Même lui, c'est tout ce que j'ai trouvé comme c'est générique, comme titre pour nommer cette démarche. Et la beauté de cette formation, c'est que quand il y a un couple qui vit de la violence, ce n'est pas nécessaire de faire la formation aux deux. Si un a la formation et qu'il maîtrise plus ou moins cette formation, il sera capable de régler certains problèmes, certaines difficultés de communication. Ici au Québec, ça a été repris parce que ça se fait à travers le monde, la formation de communication non violente. Ici au Québec, ça s'appelle communication consciente. Ils n'utilisent pas le vocabulaire de communication non violente, même s'ils sont affiliés. Et moi, j'ai pris la formation, je pense, en 2016. C'est quelque chose de très utile. Ça se fait aussi dans certains autres endroits. Il y a une autre, c'est leurs élèves qui ont ouvert une école de formation aussi. C'est la communication centrée sur les besoins. Voilà, donc c'est ça à peu près pour la communication non violente. Regardez un peu la définition, ce qu'il dit Marshall Rosenberg. La communication non violente, c'est la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et de moyens d'influence qui servent mon désir de faire trois choses. Un, ça c'est vraiment fondamental. Me libérer du conditionnement culturel qui est en discordance avec la manière dont je veux vivre ma vie, acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur, acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner. Parce que classiquement, ce qu'il a apporté de plus, classiquement, le schéma de communication se résume à peu près à ça. Un émetteur, un récepteur, et puis un canal, ça peut être le temps de la voix, ça peut être un geste, ça peut être... et le message. Et on peut rajouter ici aussi le filtre. Chacun a un filtre, ça peut être un filtre culturel, un filtre parce que vous connaissez, par personnalité, mais lui il ajoute quelque chose, la structure ici, il ajoute quelque chose de très subtil.
lui, il met la table avec deux notions, la bienveillance et l'empathie. C'est-à-dire, on est dans une relation avec le souci de l'autre, le souci du bien, du confort de l'autre, et l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et c'est quelqu'un qui a fait, Wagin, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde pendant 25 ans, à parler de ce schéma de communication. Et si son livre est disponible, vous allez voir, je pense au milieu de l'ouvrage, on retrouve, c'est par hasard que je suis tombé dessus, quelqu'un qui voulait aller en Algérie pendant la période je pense que c'est un sous-ministre, un ministre français qui devait aller en Algérie pendant la période du terrorisme. Donc, il se posait des questions, il ne savait pas comment s'y prendre pour être efficace, pour faire le travail convenablement. Eh bien, il a été prendre cette formation pour être capable de livrer la marchandise, de comprendre, se mettre dans une situation parce qu'il y a beaucoup de préjugés dans la mémoire iranienne, de se mettre dans une situation de bienveillance, d'être empathique, pour être capable de résoudre, enfin, du moins de faire le travail qu'il devait faire. Et c'est là que lui fait la séparation entre deux langages. L'agressivité, c'est le langage de la haine, c'est le langage du mépris. En général, on parle de relations toxiques, de terreur, de terrorisme, tout ce qu'on veut. Et le langage de la communication non violente, c'est ce qu'on appelle le langage du cœur, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, surtout l'écoute, et l'écoute empathique, qui rajoute un peu le mot empathique, le souci du bien-être de l'autre, le respect et la réciprocité. Ça, c'est les auteurs qui ont nourri un peu toute cette démarche. Gandhi, Martin Luther King, Wagi Krishnamurti, c'est un hindou, et Martin Buber, c'est un juif que les années 40, non, les années 50, c'est l'un des premiers à défendre la cause palestinienne. Bon, je vous passe la démarche de Marshall Rosenberg pour faire court. Ça, je vais finir avec ça. C'est la préface qu'a faite Mandela en 2002 pour le rapport de l'OMS. Regardez ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui, l'apartheid, vous savez, c'est tout ce qu'il a vécu. Nous devons donc ne jamais relâcher nos efforts pour instaurer la paix, la justice et la prospérité, non seulement dans nos pays, mais aussi dans nos communautés et au sein de nos familles. Ça commence par les individus, en famille, ça va en communauté, ça fait un pays. Nous devons nous attaquer aux causes de la violence. Alors, seulement, nous pourrons transformer l'héritage du siècle passé et faire d'un fardeau écrasant une leçon de prudence. Nelson Mandela, et je vous remercie. Voilà, si vous avez des questions, ça me fera plaisir. C'est sur le matériel, le partage du patrimoine et tout. Mais dans l'autre côté, d'un côté de la communauté, on veut sauver le soldat Ryan, c'est-à-dire le couple. Des fois, des couples malades. Des couples, normalement, un couple suppose un épanouissement, un accomplissement, une vie, comme on dit, une vie amoureuse. Ça, je pense, c'est le B.A.B.A. parce que c'est comme un petit un enfant qui vit au sein d'un couple qui n'est pas épanoui et il ne va pas véhiculer des valeurs forcément positives. Alors, de la culture, on a cette tendance toujours d'afficher une attitude de supériorité à l'égard des femmes. Et les femmes vivent vraiment toutes sortes de... il y a beaucoup de violences qui sont faites aux femmes sous les différentes formes, bien sûr, que vous avez évoquées tout à l'heure. À côté de la culture, des fois, il y a beaucoup de trucs, de problèmes. Bien sûr, il y a un manque de communication
efficace et harmonieuse dans le couple, et en même temps beaucoup de pathologies. Alors que beaucoup de problèmes, vous les avez cités, qui sont classés dans les DSM-5 et tout. Je lisais, c'est pas forcément mon domaine, je lisais un petit peu le Toronto Notes la dernière fois. J'ai vu beaucoup de choses que vous avez évoquées. De la société, mais où les individus, je quand même. Est-ce que c'est vraiment pertinent, de la culture à tout prix, de vouloir sauver le couple, alors que le b.a.-ba normalement d'une relation conjugale, ça suppose une vie, un épanouissement, et voilà. Oui, ça c'est un idéal à considérer, à atteindre. Et c'est vrai que la vie de couple, la vie familiale, le but du jeu, effectivement, c'est d'abord de se lier à quelqu'un avec la considération, je vais le dire comme ça, amoureuse ou affective. Mais beaucoup d'études ont tendance à considérer que l'amour seul ne suffit pas. Dans un couple, il y a des considérations économiques, il y a des considérations relationnelles, il y a des considérations même pathologiques. Si par exemple, rapidement je prends un exemple, si maintenant un des membres du couple avec un trouble de personnalité narcissique, ça c'est la problématique, pas dans le couple, elle commence à partir d'un individu. Ça va être très difficile à gérer, y compris avec des techniques de communication non violente ou peu importe. Et il ne faut pas non plus, je vais le dire comme ça, le divorce, ça peut être quelque chose de normal dans une société. Et ça a été dit à propos du suicide. Ça a soulevé des tollés, je ne me rappelle plus, ça m'échappe que de mémoire. Je pense que c'est un sociologue qui avait dit que le suicide est quelque chose de normal dans une société. D'accord. Le divorce, ça peut être une solution possible. Et parfois, elle est meilleure, c'est la meilleure de toutes les options pour un peu sauver les meubles. Et un des membres du couple peut, à la limite, faire son mieux et élever, s'épanouir à part ou élever des enfants dans des conditions acceptables. Il y a beaucoup aussi de, peut-être je parle au nom de tout le monde, mais je suis dans le marketing de la Kabylie, il y a beaucoup de pervers narcissiques justement, dans la nature, puis qui veulent aussi contrôler la femme, surtout contrôler la femme, afficher toujours une société profondément machiste, phallocratique, qui affiche une attitude souvent une attitude de supériorité à l'égard des femmes, mais on veut, pour sauver les apparences aussi, garder l'institution, la famille. Bon, c'est pas mon cas parce que je vis une vie pleinement épanouie. Mais je vois beaucoup de ça. Alors, est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Pour les pervers narcissiques, si on s'en tient aux statistiques qu'on a, c'est autour de 3%. Donc, c'est pas si répandu que ça, mais un pervers narcissique, ça peut faire beaucoup de mal. D'accord. Et moi, j'ai un peu la fâcheuse habitude de dire on se marie avec et pas contre. Donc, ça, je pense que c'est assez explicite. Et il y a une relation de pouvoir qui s'établit au sein du couple. Et culturellement, si on arrive comme un dominant, comme c'est moi qui vais gérer, si vous voulez gérer les finances, vous voulez gérer tous les aspects de la vie familiale, de façon surtout autoritaire, vous ne laissez pas de place à l'autre, certainement que ça va générer des conflits et des problèmes. Et les conflits de personnalité, ça existe aussi. Il y a des personnalités difficiles à vivre, et les personnalités comme une personne, puisque vous parlez de personnalités perverses ou les troubles narcissiques, personnalités avec les TPN, troubles de personnalité narcissique, écoutez, c'est une personnalité qui exploite l'autre,
elles ont un vide affectif tel qu'elles ne sont pas capables d'écouter l'autre, elles ne sont pas capables d'empathie, ne peuvent pas se mettre à la place de l'autre. Donc c'est une relation de pouvoir. Et si la personne qui est là, en fait, qu'il s'agit de sa femme, d'un ami ou peu importe, elle n'est pas transformée en victime, la personne n'est pas assouvie, elle ne se sent pas bien. Elles vivent, elles se nourrissent de la détresse des autres. Ça existe. Là, le couple, il a des problèmes à se séparer. En général, ماشي تصرف نفسه. Là, lui, si sa famille à lui, la belle famille, des fois on parle de tout ça, donc il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui vont essayer de régler le problème. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais en tout cas. Et puis, je pense que ça existe même d'ailleurs, c'est souvent comme les juifs, les rabbins, les chrétiens, l'église, tout ça. Donc il y a comme des structures, des parallèles à la justice, parce qu'on ne veut pas toujours y passer derrière. Il y a des structures qui peuvent régler les problèmes. Donc, la justice, souvent la justice, ça finit par le divorce. Donc, est-ce qu'il y a une culture morale, c'est quand même assez nombreux, est-ce qu'il y a possibilité de créer ce genre de structure dans, je ne sais pas, un comité de sages, dans des choses comme ça. Et quand on entend qu'il y a un problème quelque part, d'essayer de se dire, il y a des ressources, mais qui ne sont pas toujours adaptées à notre réalité. Donc, c'est parce que l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui voient comme le divorce comme une solution. Et on ne voit pas comme l'exemple les femmes on ne voit pas le divorce comme une solution, donc on veut une solution. Donc est-ce qu'il n'y a pas possibilité de créer ce genre de structure, de sages, je ne sais pas comment l'appeler, pour essayer de régler le problème. Oui, c'est une solution possible. La communauté, ça peut se faire de différentes façons. Ce n'est pas nécessairement une structure permanente, mais par exemple, le forum peut organiser, par exemple, une formation, on peut l'appeler comme on veut, pour les gens qui veulent développer leur sens de communication, développer des stratégies de communication, de résolution de conflits. Ça va ensemble. Un couple où ça va bien, en général, quand ça communique bien, en plus ils ont la compétence de régler leur conflit. Donc c'est un apprentissage qui peut être fait. Au niveau de la communauté, bon, il y a je suis venu comme personne, mais au niveau du Congrès des Kabyles du Canada, il y a une structure qui n'est pas même encore mise en place, c'est vraiment. Cette structure, normalement, telle qu'elle est définie, dans même les assises, ils étaient d'accord à ce qu'on la mette en place, il va y avoir une structure de médiation, donc un comité des sages, d'ailleurs, qui connaît bien la culture, l'identité, la structure, la communauté, la culture kabyle, pour être capable, quand il y a des situations difficiles, pour aider à solutionner ce genre de difficultés. Et ça peut se faire à l'intérieur de la communauté, pourquoi pas. Il faut qu'on devienne autonome. Il faut qu'on parle la réflexion et part aussi par l'action. C'est nos problèmes, on les discute en Macan. On va regarder où les choses disent, un groupe de travail peut se faire, et même s'il y a par exemple un cas de même ici à Québec, ils peuvent descendre à Montréal, un comité de Montréal pour discuter de 2-3 situations, ça arrive. Moi, c'est pas ma spécialité. C'est pas ma spécialité, mais je fais ce genre de conférences depuis au moins 4 ou 5 ans. Et ce qui m'a amené à le faire, c'est une situation. Cette situation à Cantina Lina, là je me suis dit, j'en voyais quand même assez régulièrement. C'est pas une épidémie, mais à un moment donné, il faut que je sorte
parler à la communauté de cette problématique pour qu'on puisse au moins en être informé, les sensibiliser et mettre sur pied des ressources. Et ça m'arrive surtout après la conférence, 2, 3 cas. Et si on sauve une famille, un couple avec enfant ou pas d'enfant, c'est déjà beaucoup. Donc, D'abord, le fait de venir, c'est déjà un grand pas. C'est pas évident. Et moi, ça en fait toujours, je le fais en dehors de mes heures de consultation. Je les ajoute généralement l'après-midi parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, pour comprendre un peu surtout les problèmes d'un cas moyennement compliqué, ça prend plusieurs heures de discussion, d'évaluation. Et quand c'est possible, c'est déjà arrivé. Des fois, c'est des choses banales. On peut régler, on a déjà réglé des situations. Parfois, ça nécessite une intervention plus spécialisée. Si la personne est déprimée, ça peut prendre un psychologue, ça peut prendre une référence en psychiatrie, ou des fois c'est moi qui initie un peu le traitement. Parfois, c'est des ressources, trouver des ressources spécifiques. Comme les ressources peuvent ne pas être adaptées. Et moi, j'ai à ma disposition quelques ressources qui comprennent, d'ailleurs, c'est une psychothérapeute, elle a été faire la formation pour bien comprendre comment résoudre ce genre de situation quand il s'agit d'une communauté qui vient ou d'un couple qui vient d'Afrique du Nord. Qu'elle tient compte de... Quand elle ne comprend pas certaines subtilités, elle se réfère à nous si on a les réponses. D'accord? Donc on fait tout pour essayer c'est-à-dire de mettre en place des solutions. Voilà. Mais si c'est fait par la communauté, c'est bien. Mais au niveau sur le plan judiciaire, avant d'arriver à formaliser le divorce, il faut passer par la médiation. Il faut passer par un processus de médiation. Ça, c'est un très très bon point. Et nous connaissons comme communauté, il ne faut pas rester dans la militance classique. C'est beaucoup plus large que ce que nous pensions. Je vais ouvrir un peu il faut aller plus loin que ça. Moi, dans mon travail, je dois faire en sorte à ce qu'on nous comprenne, à ce qu'on ait des alliés pour tenir compte un peu des spécificités. C'est un travail qu'il faut faire, parce qu'on vit ici, on est à l'intérieur de la société. L'adaptation, l'intégration, d'accord, il faut être intégré aussi par le système, et ce travail, c'est nous qui devons le faire. Ça va plus loin. On commence, mais il faut que ça aille. Oui, Nilan, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans des trucs, les ressources, comme travailleurs sociaux et tout ça, il y a un travail à faire à ce niveau-là, pour qu'on puisse, d'ici quelques années, avoir des ressources adaptées à notre... Parce que ces problématiques, ce n'est pas une amygdalite, ce n'est pas une angine, ce n'est pas une plaie, ça c'est universel. Mais ça prend du doigté, ça prend des connaissances précises pour régler un problème à ce niveau-là. S'il y a d'autres questions. Moi, je vais oui, allez-y. Juste la formation de la communication bien, la formation bien, ça se donne. Je peux vous donner la référence. Pour les communications non violentes, c'est ça? Oui, pour la communication non violente. Il y a une rencontre face à face ou... Non, ça se fait en groupe. Une journée de formation. D'ailleurs, tu vas même avec Air Québec. La première fois, avec Québec, les formateurs. Et ça, le formateur, c'était un ancien juge à Ottawa, il a travaillé avec Ksum Tossis. Ils ont été appelés par une congrégation
religieuse. Ben, c'est celle qui dirigeait la congrégation avait des problèmes de communication à l'intérieur de sa paroisse. Donc, voilà, ils sont venus faire la formation et c'est comme ça qu'elle avait pu régler ces problèmes, ou au moins en partie ces problèmes à l'intérieur de la congrégation. La conférence personnellement, elle m'inspire, même pour faire quelque chose, par exemple, du théâtre. Parce que là, je fais appel à l'initiative de tout le monde. On va essayer d'aborder les problèmes, mais d'une façon, je veux dire, comique, légère, comme ça. La meilleure façon aussi d'adapter notre offre pour la communauté ndagui, c'est de bien identifier les besoins. Actuellement, les Québec ont beaucoup plus des outils comme ça. Alors, merci pour c'est très pertinent. D'ailleurs, vous pouvez vous référer parce que toute la documentation en question, elle est faite aussi pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup, c'est un gros mot, mais il y a de la violence dans les écoles. Et il y a des écoles qui ont adopté la démarche de la non-violence. Et d'ailleurs, il y a même de la littérature, ça va vous aider à faire des trucs, des jeux de rôle avec pour les enfants, carrément. Il y a des petits livrets pour les enfants. Et c'est merveilleux, si vous le faites, ça va être une première. Et ça me fera plaisir de venir. Déjà, ils ont joué le théâtre, les adultes surtout. Si vous voulez, on peut. Effectivement. Ça va être une première. Moi, je peux venir, il n'y a aucun problème. C'est une très bonne idée. Ah, merci. J'aimerais rajouter quelque chose. Au niveau des apprentissages de la psychoéducation, ça parle de quoi en général? C'est en partie, on va apprendre à la personne de parler des émotions. L'émotion, c'est quoi une émotion? C'est un sentiment. Nous avons, je ne veux pas généraliser, mais nous avons quelques problèmes avec cette notion d'émotion. On a tendance à ne pas exprimer culturellement les émotions, et quand on les exprime, généralement ça découpille comme une grenade. Et donc il y a un apprentissage à faire à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure de nommer les choses. Ça peut se faire aussi avec les enfants. Il y a 4 ou 5 émotions. Quand on sait lesquelles, on sait les nommer, on sait lesquelles ou laquelle on vit à l'instant présent, c'est déjà un bon départ. Si je vais le reprendre, c'est facile à retenir, vous allez vous en rappeler, c'est le Tchad. Le mot Tchad, c'est ma culture algérienne de T pour tristesse, C pour colère. Après ça, il va y avoir le H, ça c'est. Non, C pour culpabilité, H pour hostilité, l'agressivité, A pour anxiété, D pour déprime. Donc, ça s'apprend, c'est pas compliqué. Et puis, émotion par émotion, faire le parallèle. Parce que quand on veut non, mais je rêve en kabyle, je sens, je ressens en kabyle. Donc il faut faire des parallèles de langage aussi. On n'a pas les mots qu'il faut pour dire qu'il est déprimé. J'ai déjà posé la question, ça m'est arrivé, j'ai quelques exemples qui me reviennent. C'est ce que, j'ai un cas qui me revient, c'est une femme, est-ce que vous êtes déprimé avec des choses? Mais c'est des choses. Je vous pose la question. Mais... Après, on va le voir à travers les symptômes. Comme ressenti. Voilà, par exemple, un hurlement, c'est assez proche. C'est tout ça qu'il faut, et c'est bien d'amener de ce genre de discussion. Il y a un apprentissage à faire, et puis faire des parallèles. La colère, c'est une
c'est une, comment dire, c'est une émotion, mais la colère, c'est une émotion qui est dirigée contre l'autre. Zafar, etc. C'est contrairement à la culpabilité. La culpabilité, c'est la colère retournée contre soi. Et ça, c'est un des symptômes d'ailleurs quand il est là, quand il est profond, qui se culpabilise beaucoup, surtout quand il y a une dépression. Les idées noires, les idées suicidaires ne sont pas loin. D'accord, il y a l'humanisme, il y a l'antonisme, etc. Donc, ce sont des notions qu'il faut partager. Les formations, elles existent. On peut même les monter. Voilà. كدورة un peu plus sur les causes, c'est-à-dire les 50%, 50%, mais on voit aussi dans la communauté, particulièrement l'entourage. Peut-être, c'est un facteur très très important, l'influence de l'entourage, particulièrement de la famille, de la belle famille. Par exemple, les à travers le couple, beaucoup plus la communication au sein du couple. Il m'a fait la pression, surtout des proches, la famille, dans la fratrie, comment gérer vraiment ça. C'est-à-dire, je trouve un petit peu, c'est là, c'est bien la conférence, l'icône, je la trouve un petit peu généraliste, c'est-à-dire, n'a pas été spécifiquement, c'est-à-dire, pour chercher les causes culturelles, par rapport aussi à la société d'initiation. Tout à l'heure, du débat, peut-être peut-être les problèmes d'indismour, c'est au bout de quelques semaines, de quelques mois, c'est l'explosion du couple. Afin de peut-être beaucoup plus les causes qui touchent la communauté, c'est-à-dire en termes de causes, par exemple, en termes statistiques aussi, c'est sûr, on ne peut pas avoir des statistiques parce que des fois, à l'explosion du couple, parce qu'on est issu d'une société, on n'aime pas vraiment extérioriser les problèmes, vraiment, par exemple, la séparation, la famille. Est-ce qu'on peut parler d'un fléau, c'est-à-dire au sein de l'immigration, particulièrement algérienne, kabyle? Oui, le problème des statistiques qui se posent, on n'a pas vraiment des statistiques précises, mais de façon par extension, on arrive quand même à voir les chiffres se rapprochent des natifs. Il y a une autre macadamia, il y a une difficulté au niveau des statistiques, particulièrement au niveau de la violence conjugale. Il y a une grande sous-déclaration. On le sait, c'est très difficile d'avoir des portraits. Déjà, moi-même, quand je vois ce genre de situation, ce qui est difficile à faire d'ailleurs, là, quand c'est quelqu'un une femme, une famille de la communauté, il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte par rapport au dossier. Il ne faut pas mettre ça au dossier, etc. Donc, je ne veux pas avoir de travail social parce que pour certains membres de la communauté ou ceux qui ont ce genre de problème, un travail social, c'est carrément de la police dans l'esprit de ces gens-là. Donc, maintenant, au niveau de la question pour la spécificité, il y a quelqu'un à l'université de Sherbrooke qui s'est intéressé à la question pour voir est-ce que les immigrants
se séparent pour d'autres raisons. En fait, la séparation, il a constaté que, au terme de son étude, que tout le monde se sépare à peu près pour les mêmes raisons. La communication. Maintenant, il y a certaines spécificités. Si on parle de la communauté nord-coréenne, c'est vrai qu'il y a des... On ne peut pas généraliser, on n'a pas de statistiques, mais c'est vrai, ceux qui arrivent, et particulièrement les hommes, souvent, les femmes trouvent du travail, se classent assez rapidement, et comme le schéma vient de stresser, le schéma avec lequel psychologique avec le monsieur vient, c'est lui le boss et tout ça, et se retrouve dans une situation psychologique assez difficile de déclassement au niveau du pouvoir, de l'autorité. Et parfois, si madame est prise en charge au travail ou dans les formations à gauche à droite, dit écoute, il faut que tu prennes ta place, il ne faut pas ici, c'est comme ça que ça se passe, etc. Donc ça commence à créer des tensions, des problèmes. Et quand on n'a pas l'habileté de les gérer, ça finit effectivement en séparation. Ça peut créer des problèmes. Il y a aussi l'influence je l'ai dit tout à l'heure, l'influence parmi les causes, l'influence de l'entourage, particulièrement des belles familles. Et Dieu seul sait, nous connaissons au niveau des belles familles, c'est un gros morceau à gérer. Moi, honnêtement, j'ai déjà eu connaissance des séparations. Ça aussi, ça se gère à l'invitation des parents. Ça crée, est-ce que c'est un mois, est-ce que c'est 3 mois, est-ce que c'est 6 mois? On s'est entendu pour 1 mois finalement, et puis le couple les beaux-parents peuvent se mêler des deux côtés de la dynamique, etc. Peut-être on ne filmera pas ça. Je vais vous donner un exemple. Ça ramène beaucoup de convivialité, de la bienveillance, comme vous l'avez cité, aussi de l'empathie, justement faire preuve d'empathie à l'égard de l'autre. Ça aide beaucoup pour améliorer, bien sûr, la vie de couple et pour garder le couple, monsieur. Oui, c'est sûr que les rôles, même pour les natifs, ceux qui sont nés ici, depuis les années 60 à ce jour, le rôle de la femme a changé de beaucoup. Et certains auteurs, mais c'est dit même sur la place publique, et particulièrement par des femmes, elles considèrent que les hommes ne sont pas bien préparés, qu'ils sont pris de court, particulièrement en ce qui concerne les tâches ménagères. C'est du 50-50 ou peut-être ça existe, c'est des femmes qui ne font pas de cuisine et tout ça, et c'est normal que, d'ailleurs, je suis au courant d'un cas, et c'est pas pris pour acquis, même pour un Québécois. Donc ce sont des modifications sociétales en profondeur, et malheureusement, les hommes ont un peu de retard à ce niveau-là. Pour trouver un équilibre, c'est tout ça qu'il faut balancer. Oui, même dans la communauté, et souvent d'ailleurs, souvent les femmes des communautés, celles qui viennent d'Afrique du Nord, incluant même le Moyen-Orient, les Libanais, quand elles se plaignent du grand garçon, il ne fait pas le ménage, il fait pas. C'est un garçon en plus que j'ai. Voilà, bon, c'est fait un peu dans la rigolade, mais c'est quand même un peu vrai, c'est très significatif. Donc, c'est pas un sujet fermé, ça peut prendre des ramifications, c'est comme ça. Je vais peut-être rajouter un point par rapport à ce que je dis. Il me semble que globalement, la société d'où on vient, globalement, la notion d'individu, elle n'existe pas. On parle de communauté. Donc l'individu, quand il se marie, il se met avec un autre individu, un homme et une femme, pour fonder une famille, pour eux, peut-être qu'ils vont le faire juste comme un acte
d'unification publique, mais en réalité, il n'y a peut-être même pas de chimie, c'est juste qu'ils vont s'unir pour fonder une famille, mais ils vont faire ça aux yeux de tous, etc. Mais ils vont toujours, chacun va prendre son rôle. هذيك شمسي الخدمه غادي يروح على القهوه تيوثر من 8 تنطط s'occupe de tout à la maison puis rentre وتلمويا في الناس. C'est comme ça que les choses sont faites en quelque sorte. Mais quand tu ramènes ce modèle qui est pratiquement dénudé de toute communication, tu vas le calquer carrément dans une société comme la société québécoise, où est-ce qu'il y a une révolution tranquille qui s'est faite, il y a des femmes qui commencent à prendre la parole, etc. Plus rapidement, les garderies, peut-être qu'il va mettre du temps pour se trouver une occupation. Donc ça va être tout le temps le conflit. Puis c'est lui qui doit être le maître. Mais la femme, il essaye de mettre des fois un point. Mais le gaz, il garde toujours le mur de Berlin qui est entre les deux. C'est parce que tu peux dans beaucoup de couples, tu vis côte à côte des personnes, mais tu ne vis pas ensemble. D'ailleurs, juste pour mettre une note personnelle là-dedans, des fois quand ça nous arrive à nous rendre en congé, c'est parce qu'on ne vit pas ensemble. Même si tu vis dans la même maison, en réalité, vous êtes fatigué, une petite soupe, un petit film, ça. Mais quand tu vas de maintenant en congé et que tu pars 24 sur 24 avec ta femme, là tu vas commencer à connaître l'être humain avec qui tu vis. Parce que là tu vas vivre avec elle 24 heures. Donc les chamailleries, par exemple, tu vois les petits détails qu'une femme fait au quotidien que tu n'as peut-être pas vu, que tu n'as pas eu l'occasion de voir. Puis là tu vas commencer à, des fois, des petits chicanes de couple, etc. Mais c'est des moments où est-ce que tu peux découvrir en fait l'autre. Ça m'est arrivé de découvrir des choses que je n'ai pas eu l'occasion de connaître. Mais entre autres, par rapport au deuxième aspect que je voulais aborder, c'est la communication. Il y a un élément essentiel que je veux dire, c'est que de la communication, j'ai vu beaucoup de monde qui disent qu'ils sont de bons communicateurs, qui aiment communiquer. Et ce qui est arrivé le plus souvent possible, c'est que des moments où est-ce que la communication devait remonter en haut pour justement dissiper les nuages, la personne, ça peut être ta femme, ça peut être ton fils, ça peut être ta famille, ça peut être tes collègues de travail, ça peut être ta famille élargie. Par exemple, qui a un problème avec lui. هذه ني غاكم مدن باللي مثلا رزقي ساعه بروبليم كويدس وهضر غير رزقي. Je vais éparpiller toute l'information ailleurs, mais je ne m'adresse pas à la bonne personne. Il y a beaucoup de... vous allez regarder, c'est comme pour jeter la culpabilité sur l'autre. On n'a pas le sens de communiquer pour trouver un consensus. Pour nous, tout est calme. Et puis, Nkini, en tant que personne, sert le haq dans tout ce que j'entreprends. Donc, tu peux faire les projections sur l'ensemble de ce que tu fais. Chacun croit que ce qu'il fait, il y a la logique, puis on arrête ça. Juste une petite parenthèse, أما كي قال ابن خلدون نافذ كارل ماركس aussi نافذ عندها l'homme produit son idée بلا من بعد لا بلا فريمون كيف تحسب يا ربي ما تعيش باغ اكزومبل الجزائر اللي فدات سمطوط لي فامي كلش ما تعيش لوحدك اون كوبل سمطوط الوراوي في الجزائر باغ اكزومبل le pattern, par exemple, sur les tâches ménagères, juste un chèque, ça change de tout. Pourquoi parce que tu sais, qui doit aller, Maoulani, qui doit aller, c'est un temps difficile de se faire le mois. Mais par contre, on a fait en ville, d'autant plus, les machines se moussent, ça peut changer. Par exemple, tu peux aider un peu plus, tu peux être présent un peu plus sur la famille. Soit
خلاص ديجا دي سموث كان بنادم بدات تفهم La deuxième coche que je veux aborder, c'est comment est-ce que les structures INSA, les structures sociales INSA, comment peuvent-elles apporter un plus pour la résolution de conflits, les structures, c'est ça un peu qui est important en fait. C'est pour comment sortir de l'isolement qu'on a vécu et pour pouvoir apprendre à communiquer, hein, deux, apprendre à négocier avec l'autre. À négocier, pas dans le sens de perdre la chose, dans le sens de trouver un consensus. Parce qu'en fait, là, chaque ok, on va trouver un consensus. Tu peux la calmer pendant la semaine, la fin de semaine, tu peux toujours trouver dans le sens du consensus. Ce n'est pas pour bâcler le consensus, mais tu peux toujours négocier. Et c'est cette négociation qui nous manque. Je vois là, en taille des prototypes, on essaye d'avoir raison bissif. Vous allez voir, est-ce que le fait que la vie politique qu'on a menée, nous connaissons la génération là pratiquement, c'était pratiquement une gestion autoritaire d'avant. On n'a pas appris socialement à nous développer, on n'a pas eu ces aspects. Peut-être ça est un élément, ça veut dire qui nous a influé, et d'autant plus que Tourad maintenant, dans les moments présents, il y a une nouvelle génération, il y a une non-violence, une communication, des manifestations non-violentes. Je dis que je n'ai jamais imaginé pour dire que c'est une manifestation non-violente. Alors que c'était la priorité, c'était des fois, c'était toujours l'impasse, il n'y a aucune communication. Mais là, les gens commencent à développer la non-violence, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Et c'est tant mieux. C'est peut-être que la vie politique ça veut dire que ça va influer la vie sociale et la vie économique aussi qui change, peut-être que ça va. C'est lié à la communication. Depuis les années 80-90, en général, même à Nord, quand les gens se marient, en général, il se fréquentent marier la communication. Ici, il y a plus de divorces. Donc moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que la communication, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de communication, est-ce qu'il y a la bonne communication, est-ce que c'est toujours bien qui est la communication? C'est ça que moi je me pose cette question. C'est une bonne question. Ce n'est pas l'élément, c'est un des éléments principaux dans la dynamique de couple, mais ce n'est pas le seul. Il ne faut pas non plus, c'est-à-dire en faire un élément. Il peut y avoir une bonne communication, mais il peut y avoir d'autres problèmes. Si on fait la facture, ça va aboutir à une séparation. C'est comme s'il n'y a pas, au niveau intime, s'il n'y a pas d'amour, ou à tout le moins de l'affection, etc. Ça peut amener à une séparation, même si ça se passe bien au niveau communicationnel, même si la communication est saine, elle n'est pas violente, les choses se font dans le respect, mais ça peut être pour des raisons, je ne sais pas, d'éloignement. Monsieur ou madame décide, il y a des cas, de rentrer par exemple au pays, un désaccord, des situations, y compris dans la communauté, ça se fait à l'amiable, mais ce n'est pas seulement l'aspect communicationnel. Mais je pense, c'est vrai, on gardait le couple justement pour sauver les apparences, mais Zahel, c'est un corps très très malade. Il n'est plus l'homme, il monopolisait un petit peu l'autorité au sein du pouvoir, parce qu'il a le pouvoir économique. Même ville vivante, vraiment, avec de façon très très agressive. Puis on a souvent des enfants épanouis, souvent des bourreaux. Alors, pour moi, il vaut mieux avoir un couple, bien sûr, un cadre bien, en bonne santé, que d'avoir beaucoup de couples malades. C'est mon avis, ça reste un avis personnel. Il y a beaucoup de اوكي سيرشين استقسيين ترميت كينا ثم زورت كينا ترميت دكتور يسلي بدوس من دراسات غرنا ديال كيباك
وتنميرت الفورم كابيل لا فيل دو كيباك اللي سوجدن لا كونفيرونس غينيا ساسين يستقسين 10 دقائق يقدين نقول غادي قيمن تمشافين يستقسين غينيا مزوارو اشو يزما ذا ستينيض ان جون كوبل يتهكينا كيما نسان هذا سنسي ثمورث قدروا حان بور سانستالي داكي او كيباك وكذا استقسي امزوارو استقسي ويسين اشو نزمر ذا ستينيض ان كوبل يتعايشين كثورة ديال الكيباك يتعايشين وغورن كيف دي سيتياسيون هكا كيني كونفليكتويال ذا شو لي كونساي يزمر ذا ستينيض ذا شو لي رسول صغر يزمر ذا نتوريونتي اتسيتيرا. C'est l'objet de deux conférences. Oui, c'est très intéressant. Oui. Alors, c'est sûr que avant de venir le projet d'immigration, c'est tout un projet. Et parmi les irritants à l'arrivée, c'est le déclassement professionnel. Ça, c'est une source de stress. L'autre difficulté, c'est le choc culturel. On vient d'une société, disons, on vit en communauté, communautariste. On débarque dans une société avec un autre mode de fonctionnement et tout ça. Donc, le couple en question va vivre certains stresseurs en lien donc, avec le déclassement professionnel, va se mettre dans de nouvelles valeurs, va se mettre dans, comme on appelle, va faire face au choc culturel. Il y a beaucoup d'ajustements à faire, à tout point de vue, au niveau de la réorganisation, de la gestion de la famille, particulièrement quand il y a des enfants. Les rôles vont, il faut s'attendre à ce que les rôles se modifient sensiblement. Le pouvoir dans le couple va se déplacer en faveur fort probablement de madame. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut trouver des solutions pour être capable de s'adapter. Et pour sortir du statut de nouvel arrivant, ça prend en moyenne 3 ans pour régler tout ça. Donc c'est un projet, c'est une trajectoire qu'il faut mener avec beaucoup de célérité, avec beaucoup d'intelligence. Il faut mettre beaucoup de souplesse et de communication, comme on vient de le dire, pour éviter de ressortir du cabas les anciens conflits qui sont aussi parfois des sources de séparation, de divorce. Voilà. Pour ceux qui sont ici, donc ceux qui vivent ici, donc je pense qu'ils connaissent bien le cadre dans lequel on est, le système de santé particulièrement. La première chose qu'il faut faire, il faut casser le tabou à l'effet que de garder ces histoires à l'intérieur de soi, à l'intérieur de chez soi ou à l'intérieur de la famille. Il est toujours possible de trouver une ressource, qu'il s'agisse du médecin de famille, que d'un psychologue ou d'un travailleur social, au CLSC, pour en parler. Une fois qu'on en parle, la perspective va changer. La perspective va changer. Généralement, ce n'est pas le conflit qui pose problème. C'est la perception qu'on a des conflits qui pose problème au couple. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. C'est la perception, ce n'est pas le conflit qui pose problème, c'est la perception qu'a le couple de ce problème. À ce moment-là, il y a des façons rationnelles qui permettent de faire le bilan du conflit, de l'analyser, de le regarder pour en trouver des solutions. Seulement, il faut aussi préciser que les aspects affectifs, aussi il faut tenir compte de ces aspects parce que des fois,
ce qui complique les conflits, c'est le raisonnement émotif. On agit de façon émotive et la raison est toute derrière, en dernier plan, et ça ne permet pas de régler les situations de façon efficace. Donc, pour arriver à des solutions, il faut en parler. Il faut en parler. Et même à ça, il faut garder son jugement. Quand la solution, comme on disait tout à l'heure, n'est pas appropriée, ben, je vais prendre un exemple concret. Le couple a rencontré une travailleuse sociale, il voit que ce n'est pas ce à quoi il s'attend, ben, qu'il prenne un deuxième avis. Pour le balancer, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision sur place, réfléchir, prendre un deuxième, un troisième avis, pour être capable de sortir avec une solution qui fait le bonheur de tout le monde, du couple, de la famille. Moi, ce problème, j'ai l'habitude, quand des situations comme celle-ci se présentent, moi j'ai l'habitude de le tenir par les conséquences. Je commence un peu à l'envers, et dès qu'on commence à parler des conséquences de ces familles-là, c'est quoi l'impact financier, économique, quels sont les aspects juridiques, les aspects sociaux, les aspects psychologiques sur les enfants. Là, à ce moment-là, on commence à un peu entrevoir d'autres façons de faire des solutions beaucoup plus vives pour l'ensemble de la famille. C'est une très grosse responsabilité aujourd'hui que d'élever une famille comme immigrant. C'est assez compliqué, donc il faut s'outiller. Il faut s'outiller, et la base, ce n'est pas tout. La base de la base, c'est la communication, ça s'apprend. Et comme je l'avais dit, c'est lié à la résolution de conflits. Vous communiquez bien, et une bonne communication, très souvent, on est capable de résoudre nos propres conflits. Et des structures comme des associations comme Forum ou des Kabyles du Québec ou ailleurs à Montréal peuvent, comme ça, de temps en temps, faire des séances de formation, des compétences génériques à Maquinaire. Il faut y aller. Si vous vous présentez là, ça ne veut pas dire que vous avez un problème. Personne ne le sait. Vous êtes là pour apprendre. Tout simplement. Il y a quelque chose sur lequel il faut investir. D'ailleurs, je rebondis un peu sur l'idée. Là, cette notion de cours ou d'apprentissage, qui en parle peut-être, comme vous le pensez, pour les enfants, c'est là qu'il faut investir. C'est un investissement. L'idée vient de sortir de la salle, et c'est très bien, puisque les documents existent en communication non violente, sont faits pour les enfants. Je pense que si vous voulez avoir une vision sur le long terme, 10, 15, 20 ans, parce que vous avez si vous voulez le voir dans 8 ans, à l'âge de 20 ans, bien communiqué, bien outillé, faites-le 2-3 formations. C'est un bel investissement. Et aussi, comme communauté, c'est mon dernier message, nous devons utiliser le savoir-faire, les connaissances que nous avons, à travers que nous avons acquises ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, particulièrement au niveau universitaire, tout ça. Je pense qu'il faut faire de l'adaptation à la communauté pour que nous puissions devenir autonomes du point de vue de la pensée, pour que nous puissions, la finalité, c'est d'être capable de résoudre nos problèmes par nous. Et voilà. Merci. Il y a faire d'un bac-end, je vais le reprendre, il m'a soufflé un mot de la prévention, bien plus que cela. Si c'est dans le cas des enfants, c'est la promotion de la sérénité, de la paix, de la communication non violente ou de la communication consciente. Je pense que c'est ça les attitudes, les choses, les grands axes qui se dégagent. Et voilà, je vous remercie.